François Brand, 1925-2025, une année avec Howard Phillips Lovecraft. Vous connaissez le principe, on suit son petit agenda, il en a un comme ça tous les ans. Nous aussi on a eu ça, disons, jusqu'à ce que les ordinateurs arrivent et finalement ça a coexisté un petit peu. Bon, il y a bien longtemps que je n'ai plus, mais mes grands-parents avaient, mais moi-même, c'était des trucs hexaconta, je les prenais un peu plus grands, tu notes ce que tu as à faire, tu prends... Et en tout cas, dans ce petit calepin, et pour Howard Phillips Lovecraft, ce calepin a un rôle bien plus important, c'est ce qui lui sert de base ensuite pour... rédiger les lettres à sa tante Lillian, à sa tante Annie, à Providence, très probablement aussi tout ce continent disparu, des lettres qu'il envoie probablement au quotidien à son épouse Sonia quand ils sont séparés. En ce moment, elle est à Saratoga, elle a passé un arrangement avec une femme médecin d'une clinique. Elle s'occupe des enfants de cette dame médecin, ce qui lui permet de profiter de la ville thermale de Saratoga, ses sources. En tout cas, c'est aussi ce qu'on va explorer dans le PDF d'aujourd'hui grâce à une lettre à Maurice Mao, écrite justement ce début juin 1925, alors qu'elle vient de revenir de Saratoga. C'est encore une étape là, qui se clôt dans la traversée de ce journal. Et c'est que le principe, donc, c'est que chaque jour, on reprend ces petits décryptages, et le principe, ici, on est au 152e envoi, je crois, chaque jour, je m'y suis astreint, oui, 2 fois, c'est parce que Lovecraft lui-même avait condensé de jour en un, il ne nous offre pas ses congés si souvent. Le principe, c'est que on part de ces petites notes sibyllines dans ce carnet, avec toutes ces abréviations, avec des choses qui sont claires pour lui, mais à 100 ans de distance. Comment voulez-vous savoir de qui il s'agit? Des fois, tu as Sandy, alors tu finis par comprendre que c'est Albert Sandusky de Boston qui est venu, et puis dans un autre moment, tu apprendras, ouais, c'est comme j'ai vu Sandusky, il était venu à moto, là, et petit à petit, ça prend forme, mais ça prend forme aussi. On avance chaque jour, mais on complète rétrospectivement, on retransforme, et bien entendu, donc ce travail, c'est aussi donc cet envoi-là, en direct, l'exploration, enquête, et est-ce qu'on pourrait faire mieux? J'arrive pas à prendre des jours d'avance. C'est-à-dire que ce qui fait le sens de cette exploration, c'est de vivre en même temps que Lovecraft s'est avancé des jours. On l'a vu hier. Il nous dit, j'écris l'article sur John Ballen, un auteur né en Angleterre qui vivait au Canada, mais avec lequel ils avaient monté un petit groupe qui s'appelait Transatlantic Circulator en 1921. On se faisait circuler à 3-4 exemplaires les manuscrits de chacun, on les corrigeait. Donc Transatlantic Circulator émerge parce que là, tout d'un coup, on a... j'écris l'article sur Ballen. Cet article sur Ballen, il doit apparaître dans le United Amateur du mois de septembre. Eh bien, on le retrouve, l'article, on l'explore et on se retrouve à vivre l'écriture de Lovecraft en même temps qu'elle surgit à 100 ans de distance. Donc j'ai jamais réussi à faire là de ces journaux, de ces vidéos d'avance. Bon, c'est une astreinte. Il va falloir arriver à tenir toute l'année. Mais en même temps, alors l'idée de départ, c'était, je m'imaginais un livre de grand format, je sais le faire, j'ai fait un Rabelais comme ça. Alors je voyais sur 365 jours, ça faisait un livre, il y a 5 de plus, parce que nous ça va durer jusqu'au départ, retour à Providence le 6 janvier 1926, donc c'est exactement 370. Alors je voyais un grand album de 740 pages. Sur ces 740 pages, à gauche, j'aurais les facsimilés, le décryptage de Lovecraft, la traduction et mes commentaires, et puis un texte là, chaque jour, c'est aussi mon protocole, je prends un petit article significatif du New York Times, ça peut être un tout petit détail, comme hier, que les chauffeurs de taxi vont être astreints à porter une casquette obligatoire, c'est une mesure anti-agression. Oui, pourquoi pas, mais multiplié par 370, chaque petit détail. Et là, j'ai l'impression de cette matière vivante. Alors, des fois, c'est fatigant.
Oh, et puis à chaque fois, il y a cette récompense. Et aujourd'hui, pareil. Et donc dans ce livre-là de 740 pages, 370 multiplié par 2, en vis-à-vis, il y aurait des articles du New York Times, là, de ces copies-écrans que je fais, beaucoup de publicité. Qu'est-ce que ça révèle? C'est énorme. Et puis les annexes, des petits bouts de traduction de George Kirk, de Frank Belknap Long, de tous ceux qui témoignent là de cette année à New York en direct, quand Kirk, qui vit dans la chambre à l'étage au-dessus, raconte les mêmes événements en les écrivant à destination, lui, de Lucille, sa fiancée, restée à Cleveland, pour les mêmes choses, les mêmes personnages, les mêmes événements, les mêmes heures. On a deux visions, évidemment, totalement différentes. Et là encore, ce relief émerge. Donc la page de droite aurait été consacrée comme ça à l'iconographie et tout ça. Mais quand je commence à rédiger là, mettre ensemble les 30 fichiers Word de chaque mois, quelquefois c'est 31 jours, quelquefois c'est seulement 28 en février, et voilà que jusqu'ici ça fait plus de 200 pages. Alors d'un tout petit carnet comme ça, là je suis en train de boucler la 5e compile, celle du mois de mai, et on en est à plus de 1000 pages. Ça fait qu'au bout de l'année, il nous faudrait 2000 pages. Alors peut-être, pourquoi pas, 12 fascicules de 200 pages. Au début, je rêvais que je le fasse une fois par mois. Une fois par mois, tu aurais là le cahier un peu grand format, joli, mais souple, pas plus là de 180 pages, là, qui serait ce dépli du journal. Bon, il y a des questions aussi de droit vis-à-vis du New York Times, vis-à-vis de la fondation Lovecraft qui gère les documents posthumes, puisque ne sont dans le domaine public que ceux qui ont été publiés de son vivant. Il y a aussi Hippocampus Press qui est détentrice des droits d'Eric Hussey. Merci Derek, merci à Esti Yoshi David Schultz, parce que ce continent de la correspondance, évidemment, c'est ça aussi qu'on explore à tâtons par toutes ces choses-là. Donc pour l'instant, moi, gardez ça sur Internet, gardez ça dans une petite communauté. Si vous n'êtes pas inscrit, rejoignez-nous. Moi, ça me fait du bien. J'ai encore commandé un Camille Flammarion à 20 balles. Bon, c'est ça, c'est tout. Allez, en tout cas, ce projet, est-ce que ce sera donc un monde Internet, un monde d'exploration, mais il ne peut s'exercer qu'au jour le jour. Alors au jour le jour, eh bien, on est aujourd'hui le 5 juin. Je triche un petit peu parce que là j'enregistre, on est le 4, on est mercredi 4, mais c'est ma vidéo pour jeudi 5, vous avez bien compris. Donc moi des fois le problème c'est quand tu dois signer un papier officiel ou un truc, des fois je le mets 1925, des fois je demande d'un air naïf au gars, on est le 3, le 4 ou le 5. Alors évidemment la personne en face, elle me regarde. Oh, dis donc, le pauvre gars, ça se voit bien qu'à 72 balais, il est un peu à la retraite, ça commence à ramollir là-dedans. Ça, moi, je ramollis, c'est que les temps se multiplient. Donc, ce mercredi 4 juin, j'enregistre ma vidéo pour le 5 juin, qui sera pour eux, je lis, le vendredi et non pas le jeudi, puisqu'on a une journée d'avance. Vous voyez pourquoi c'est pas si simple? Mais de 1925 à 2025, on continue d'être, selon la règle très stricte de suivre Howard Phillips Lovecraft au jour le jour, ordi, vendredi 5 juin. Vous voyez que quelquefois, c'est terriblement compliqué. Là, c'était le cambriolage, on avait des tas de choses à démêler. Et d'autres jours, il reste chez lui, c'était le cas de mardi 2 juin, levé midi, écrit et lu, et puis en fin d'après-midi, il se recouche, et puis quand il se relève, on ne sait plus à quelle heure il est, mais aujourd'hui, on est un petit peu dans cette même configuration, c'est-à-dire que quelquefois, ça sert pour tout faire entrer dans les petites cases, comme hier, Wright Balloon, critique, téléphone, et puis il va retrouver ce John Cartner là, devant le palais de justice, on saura rien d'autre, mais c'est comme ça que tout devient concret. Et aujourd'hui, qui il va voir? Personne. À qui il va parler? À personne. Est-ce qu'il va sortir de sa chambre? Non. Et pourtant, il fait 34 degrés dehors. Qu'est-ce qui se passe? Lever tôt,
Alors lever tôt, pour Howard Phillips Lovecraft, disons, ça va être vers 10h, 11h, mais en général, si c'est up noon, il nous dit que qu'il est midi. Donc si c'est up early, ça veut juste dire, lever avant midi, et puis right. Et right, est-ce que c'est un mot? Donc on a 5 lettres, W-R-I-T-E. Right, est-ce que le verbe right a une durée? Oui, il a une durée, puisque rest in evening, c'est-à-dire lever tôt, écrit, reposer le soir. Il a écrit toute la journée. Le verbe, les 5 petites lettres entre les 2 tirés, là, expriment une durée d'une pleine journée. Rest in evening, ça veut dire que tu t'allonges. Est-ce que c'est la Morris Chair, là, sa chaise avec un appui-tête et puis un repose-pied, 2 accoudoirs, ou est-ce que c'est directement sur le petit canapé? On peut supposer qu'il s'allonge sur son mauvais canapé une place. Et up again at 1 a.m., c'est-à-dire qu'à 1h du matin, tu te relèves. Et de 1h du matin, avec le stay up, ça veut dire qu'on va glisser jusqu'au lendemain, le samedi 6, en écrivant la suite de cet article sur John Gardner Ballon. C'est de nouveau une nuit entièrement blanche à écrire. Alors là, c'est peut-être ça que je vais te faire aujourd'hui, c'est-à-dire que tu aurais juste dit ça, c'est bon, la vidéo elle a duré 5 minutes, au revoir, à demain. Non, quand même, ce qui est la surprise pour moi maintenant, c'est que parfois, justement quand il n'y a rien à dire, mais toi tu es exercé, tous les jours tu ouvres ton petit truc, il va se passer quoi, il a fait quoi, etc. Parce que j'ai pas d'avance possible, même pas, tu pourrais pas lutter, c'est pas la question de la fatigue, c'est la question de la loi du temps. Tu découvres et t'enquêtes, t'as les bouquins, tu vas chercher ci, tu vas chercher ça, t'as les archives internet, évidemment je commence à être équipé. Et puis il y a tout l'apport collectif, là, les discussions, les petits messages reçus. Mais s'il n'y a rien, eh bien, ce temps, cette énergie, elle est là, et elle devient, une petite énergie à écrire. Alors, avant là, de passer, pour moi, aujourd'hui, il y a quoi? C'était dans le New York Times. Dans le New York Times, dans la une, ce qu'on va voir, là, c'est donc la 2e colonne, Flammarion, dies at work, aged 83. Avec ce portrait, là, cette photographie de Camille Flammarion. Flammarion, l'astronome français, vient de mourir, là, au boulot, dans son observatoire, à 83 ans, avec cette phrase « Books read by multitude ». Books read by multitude, c'est une chanson de Bob Dylan d'il y a 2 ans. Containing multitude. Pour Lovecraft, il y a aussi ce rêve, la vulgarisation scientifique dans l'United Amateur. Évidemment, c'est son monde. Expliquer l'inconnu pour tous, ça, c'est l'astronomie pour tous, c'est Flammarion. Et dans sa bibliothèque, il a, bien sûr, un livre de Flammarion. On y reviendra. Flammarion, c'est l'astronomie, c'est comme pour Lovecraft, combien ça a compté, disons, c'est 11, 12, 13 ans, jusqu'à 15, 16, 18 ans, avec Winslow Hampton au laboratoire là, de la Brown University à Providence, le Ladd's Observatory, où chaque soir, puisqu'il est interdit d'école, il monte à bicyclette et passe la soirée là, à observation. Et quand vous-même, vous visitez le Ladd's Observatory et que vous appliquez votre nez à la vieille lentille, maintenant elle ne sert plus qu'à des expériences de pédagogie, mais que vous avez votre œil là, sur cette même lentille où l'adolescent Lovecraft a appliquer le sien, évidemment, c'est ce petit ressort là aussi affectif, émotionnel, qui sert là à avancer. Et donc comment, là, dans cette une de mes petits PDF, ne pas rendre hommage à Flammarion? Alors j'ai fait exprès, parce qu'il y a toujours ces photos, on exagère, les cheveux en arrière, la barbe, les yeux. Ouais, il faut que, si vous regardez des mondes inconnus, ça veut dire qu'en vous-même, vous êtes un petit peu tabayot, non, Flammarion, c'est un auteur, un savant. Et j'ai choisi juste cette photo-là, avec cette carte, cette map monde, carte du ciel, les papiers, les livres. Et le livre que possède Lovecraft de
Flammarion, c'est un de ces derniers, qui s'appelle Maison hantée, Haunted Houses. En traduction anglaise, Flammarion, ça doit dater de 1899-1904. C'est évidemment un prolongement, un appendice. Ces maisons hantées, le paranormal, c'est un appendice à son grand travail sur la fin du monde. La fin du monde, c'est quoi? Une projection sur comment va finir le monde? Non. La fin du monde de Flammarion, c'est comment, à chaque époque, les hommes se sont représentés. La fin du monde. C'est un grand livre. Alors un petit extrait. Un jour, ils virent arriver dans ce dernier palais de la dernière capitale un groupe d'êtres chétifs, malheureux, à demi sauvages, qui n'avaient presque plus rien d'humain et qui semblaient avoir rétrogradé vers les espèces simiennes primitives depuis si longtemps disparues. C'était une famille errante, débris d'une race dégénérée qui venait chercher refuge contre la mort, par suite de l'appauvrissement séculaire des conditions de vie sur la planète, l'humanité qui, pendant plusieurs millions d'années, avait régné en souveraine victorieuse de la nature, ayant atteint l'unité si longuement attendue, n'ayant désormais formé qu'une seule espèce dans le sein de laquelle toutes les anciennes variétés s'étaient confondues, cette humanité supérieure et homogène avait graduellement perdu sa force et sa grandeur. Les influences locales de climats et de milieux n'avaient pas tardé à s'exercer et à disloquer l'unité acquise. De nouvelles variétés, de nouvelles races s'étaient formées. C'est à grand-peine que les deux civilisations les plus solides et les plus énergiques avaient résisté et s'étaient maintenues, comme nous l'avons vu, dans les hauteurs de l'ordre intellectuel. Tout le reste de l'humanité avait subi le poids des années. S'était affaibli en se modifiant sous l'action des influences prépondérantes. L'antique loi du progrès avait fait place à une sorte de loi de décadence. La matière avait repris ses droits, l'homme retournait à l'animalité. Mais toutes ces races de la vieillesse du monde, caduques et désagrégées, avaient successivement succombé. Quelques groupes de spectres erraient seuls dans les ruines du passé. Alors évidemment, salut Clément Humel, il y a aussi Ronnie Lenné qui écrit sur, par exemple, la fin de la Terre. Mais là, pour moi, c'est pas la question des idéologies qui soient derrière pour le vieux Flammarion qui a passé sa vie à contempler les étoiles. Non, c'est cette phrase. Quelques groupes de spectres erraient seuls dans les ruines du passé. Et là, on l'a, le cœur de ce qui fait que Lovecraft émerge à travers ses écritures, à travers ces gens-là. Et comment il est mort, Flammarion, 83 ans, il avait... Non, c'était pas à Meudon, c'était à Juvisy, un petit peu plus loin. Moi, j'y passe chaque fois, le train à Paris qui arrive, le train de Saint-Pierre-des-Corps-Paris qui passe qui arrive à la gare d'Austerlitz, on traverse la gare de Juvisy. Il y a le mot Juvisy toujours qui passe. Il avait là son observatoire privé. Je sais pas si aujourd'hui ça se visite ou ce qui a surgi. Il y avait à chaque fois des petites bifurcations qui se lèvent. Et donc il est mort, là, à 83 ans, au milieu de ses appareils. Tenez, moi je vais vous faire Bon qui meurt sur sa table en train d'enregistrer une vidéo. Boum. Non, moi c'est pour de vrai, c'est pour de faux, hein, parce que faut que je tienne toute l'année jusqu'au 6 janvier 2026. En tout cas, pour Lovecraft, évidemment, je pense que ça c'est un événement d'importance, la mort de Flammarion. Alors ce que je vais projeter, c'est que justement, up early, right, rest in the evening, up again at 1 a.m. and right, stay up. Rien. Donc, ce temps-là, je l'ai laissé à l'écriture. De nouveau, ce rythme avec écriture le matin, happy early, 10 heures. Et l'après-midi, s'il était allé marcher à Fort Greene Park ou Prospect Park, il l'aurait noté. Puis s'allonger vers le soir, 19 heures, à une nouvelle fois se réveille dans la nuit, les bruits de la ville assourdis comme éloignés. 3 fenêtres, au moins 2 ouvertes, compte tenu de la touffeur. La vague de chaleur continue, dit le journal. Humidity adds to torture. L'humidité ajoute à la torture, dit le journal. Et là encore, écrire. Pourtant, pas de fiction qu'on connaisse, qu'on puisse dater de ces moments. L'hypothèse que depuis ses lectures, emprunts de livres permanents, James Morton, Frank Belknap Long, George Kirk et Passage, 5e Avenue, en fin d'après-midi à la Public Library pour les plus récemment parus,
en bibliothèque, donc à lire sur place, s'accumulent les fragments de l'essai à venir sur le surnaturel en littérature, quoique publié seulement en 1927. Mais en 1926, c'est l'écriture de fiction qui deviendra sa loi unique. Lovecraft a une horloge rapportée de Providence. Il a une montre, celle du grand-père de Providence. Est-ce que dans ces nuits, avec réveil à 1h du matin, il y a besoin de savoir l'heure, ou bien le seul déroulé des bruits, au loin l'allègement progressif de la lumière, cette fragilité de l'aube? Pas sûr qu'on voit beaucoup d'étoiles dans cette impressionnante pollution new-yorkaise, désormais pire que la pollution londonienne. On ne voit pas vraiment la nuit dans ces deux grands brefs films issus de la ville. $24 Island de Flaherty et le Manhattan de Strand et Schiller, les deux films, là, vous avez les liens évidemment dans les dossiers d'accompagnement, avant que le jour écrasant revienne. Alors oui, une notation au quotidien parmi les plus brèves du carnet, mais ce sera d'autant plus souvent le cas que le temps s'ancre désormais sur la nuit, que nul visage, nul coup frappé à la porte. Il l'a souhaité, il l'a cherché, résonne aussi par tout ce qui n'a pas été noté. Plus un seul mot, dine, c'est souvent pour signaler qu'il a fait une pause avec spaghetti ou boîte de haricots ou pain fromage, ou qu'il soit descendu au Tiffany, sans parler de son goût pour le John's, le restaurant si peu cher à côté, pour un gobelet de café et le journal. Mais peut-être l'a-t-il fait quand même, en fin d'après-midi, sans éprouver le besoin de le transcrire dans l'agenda. Et si ce genre d'emploi du temps, dans sa répétition même, parce qu'à mesure qu'on avance, moins en âge qu'en travail, était de plus en plus difficile à reproduire, ou encore à lui confier sa tête et son non-sommeil, ou c'est ou pas rêve, et le ralenti du corps, des grands bras, la fatigue du dos, pour une sorte de légèreté, voire même d'inconséquence, laisser seulement la nuit et non soi-même dérouler le temps et qu'écrire soit la marque matérielle de ce déroulé que seule la ville mesure avant l'écrasement du jour par la reprise du bruit, les sirènes perceptibles des ferries, le léger tremblement du sol au passage des trains et Elevated, même 3 rues plus loin, et s'il y avait aussi pour les 11 ans qu'il reste de vie à Lovecraft une perception acquise rémanente à marque en son corps et sa tête de ces nuits comme une sensation, mais inavouable, de bonheur. Ensuite, je reprends cette lettre à Maurice Mao, qui est une des rares où il donne, parce que je pense que Sonia, par l'implication dans le United Amateur, connaissait Mao peut-être même avant Lovecraft. Là, on a pour une fois des éléments très concrets là, de l'histoire de sa santé, de l'installation en 169, et il y a là dans cette lettre à Maurice Mao, pour la première fois, donc ma principale préoccupation désormais est d'échapper à l'atmosphère de New York. Donc là, ce début juin, ma principale préoccupation désormais est d'échapper à l'atmosphère de New York. On est très loin de cette phrase dont on a voulu faire une légende, qui est prononcée par le narrateur de la nouvelle Lui, qu'il écrira en juillet, mais qui n'est pas, c'est un narrateur, c'est pas Lovecraft. Venir m'installer à New York a été la pire erreur de ma vie. Non, Lovecraft reviendra tout le temps à New York, il passera tous les Noëls et premiers de l'an avec les Belknap Long, il reviendra en 1928 pour aider Sonia à refaire sa boutique, il reviendra en 1931 pour revivre 6 semaines à Brooklyn grâce au fait d'avoir trouvé un hôtel pas cher et refaire ces mêmes balades et tout ça. L'été dernier, j'ai passé beaucoup de temps à explorer les restes coloniaux de Staten Island, des rives adjacentes du New Jersey, en particulier la vieille Elizabethtown. Et c'est dans cette bifurcation-là qu'il commence à affirmer l'idée que New York est un séjour provisoire et qu'il veut revenir à Providence. Alors, cette lettre, vous la découvrirez dans le PDF. Ensuite, il y a lire le journal. Et lire le journal, pour moi, il y a aussi ça. C'est-à-dire que c'est, d'une part, aller s'y balader. D'autre part, ces espèces de listes. Et il y a ce plaisir. Est-ce que c'est un plaisir coupable? Ou est-ce que, justement, je dois, là, à Lovecraft, au bout de 5 mois de ce travail, de me réouvrir, quoi, peut-être à une acceptation simple du plaisir de l'écriture. Je le redirai pas trop souvent ici. Dans le New York Times, la mort de Camille Flammarion à 83 ans, un père d'astronomie. Oui, mais un père de l'astronomie par les livres.
pour toute l'adolescence de Lovecraft. Lovecraft possède dans sa bibliothèque la traduction anglaise 1924 des Maisons hantées de Flammarion, comme s'il partageait avec lui cette double face des êtres, ceux qui rêvent à la nuit. Books read by multitude, titre le journal, le vieux rêve de ce qu'un peu d'inconnu passe par les livres et la beauté du langage, et cela concernant Flammarion, il le sait, Lovecraft. Toujours sans nouvelles d'Amundsen, un navire américain de l'équipée Macmillan au Spitzberg, lancé en sauvetage. Les morts de la canicule, de nouveau en une, la liste des noms, âges, adresses. On dit aussi que c'est à cause de la canicule qu'à Hamilton, dans l'Ohio, 48 648 habitants, nous indique le carnet de Lovecraft. Tiens, ça relève de Dayton, là où on a inculpé John Scopes pour avoir évoqué la théorie de Darwin avec ses étudiants. Un fusil dans chaque main. Tue 8 membres de sa famille. Seule sa petite fille de 10 ans en réchappe. Lui veut se suicider à la fin, mais ne parvient qu'à se blesser. Ça ajoute au morbide. Le Bryant Park, transformé sur le modèle des Tuileries de Paris, c'est les commerçants qui le souhaitent. Des Tuileries à l'américaine, pour faire mieux que l'Europe. Moi, chaque fois que j'y passe à Bryant Park, juste à l'arrière de la Public Library, l'hiver, c'est l'enchantement de la patinoire ouverte aux enfants. Mais en toute saison, qu'il pleuve, vente, ou là, sous le cagnard, c'est l'immuable buste de Gertrude Stein qui le veille, et c'est mieux comme ça. À Newark, un certain Frederick Hay Martin décède à 82 ans, après 15 ans reclus dans son pavillon de 2 étages. On retrouve enterré dans son jardin, scellé dans une ancienne boîte d'ice cream en fer blanc, $25 000. La publicité d'une marque de chaussettes pourrait nous enchanter, oui, si bien dessinée. Vous voyez, ça aurait pu être pour les blurbs ratés de Lovecraft. Et là, voilà, ma publicité pour les chaussettes. J'ai trouvé ça admirable. Bryant Park, j'ai mis l'article là, Treasuries of America, l'idée. Et j'ai trouvé très chouette cette photo des jardiniers de Bryant Park. C'est les jardiniers, c'est tout. Mais la tenue de travail, le chapeau, les plantations, on voit un arbuste qu'ils sont en train de faire. Tout d'un coup, là, tout ça. Je n'aurais pas été chercher cette photo de ce qu'est un jardinier municipal à New York en 1925 s'il n'y avait pas eu ce petit article. L'article de sur Camille Flammarion, la liste des noms des morts de la canicule aujourd'hui. Les Tuileries d'Amérique à Bryant Park, un trésor qu'on trouve, et ce massacre dans l'Ohio. Heat Crazed Man. Ouais, c'était un gars ordinaire, simplement. Il était devenu fou par la canicule. Ah, dis donc, tu crois que c'est des arguments, ça? Et puis la publicité pour les chaussettes, elle était où là-dedans? Bon, un peu plus loin. Ah ouais, là voilà. Et vous savez, elle est au milieu de plein de publicités. Mais ouais, elle m'a fait tilt, et c'est bien pour aujourd'hui. À demain.